Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition du journal Le Sommaire. Le Haut Commissariat à la prévention de la corruption a livré ce jour le contenu du rapport résultant de 4 semaines de travaux des experts commis pour la vérification des allégations de détournement proférées par l'ancien ministre Paulin Akuna. Le compte-rendu dans ce journal. Ensuite, le cas de concertation des forces politiques de l'opposition ont appelé la Commission électorale nationale autonome au respect du calendrier électoral. Ils ont aussi félicité de la mise à la disposition de la population des plateformes numériques par l'ANIP. Vous en saurez plus dans cette déclaration. Pour finir, 42 entraîneurs viennent de décrocher leur licence D de la Fédération internationale de handball au thème de 5 jours de formation intensive. Une cérémonie de remise de parchemin s'est tenue ce matin à la maison du handball. Le reportage est à suivre. C'est tout pour le sommaire. Mesdames et messieurs, comme je l'annonçais en titre, le Haut Commissariat à la prévention de la corruption a livré dans la matinée de ce jeudi le contenu du rapport résultant de 4 semaines de travaux des experts commis pour la vérification des allégations de détournement proférées par l'ancien ministre Paulin Akuna. Jacques Migan, haut-commissaire à la prévention de la corruption, a exposé par ailleurs les investissements consentis par l'État dans la ville de Parakou dans les secteurs de l'eau et de l'électricité. Il est au micro de Sabine Kipadé et Jean-Marie Adéami. Je suis heureux de vous annoncer que les allégations de détournement de fonds ont été rejetées par la Commission. Aucun élément n'a permis d'établir la moindre preuve de malversation ou de détournement de fonds publics. Les 1,6 milliard de francs CFA investis dans les secteurs de l'eau et de l'énergie électrique de 2016 à 2025, à l'exception des projets financés par le programme MCA Bénin 2, ont été utilisés conformément à leur objectif initial, à savoir l'amélioration des infrastructures essentielles au bénéfice des populations de Parakou. Ainsi, les actions engagées par l'État ont permis de renforcer et de moderniser les infrastructures sur les secteurs eau et énergie électrique entre 2016 et 2025. Le réseau de distribution d'eau potable de Parakou est passé de 445 km à 1141 km de conduite installée, soit plus de 156%. La capacité de production d'eau potable est passée de 400 m3 par habitant à 2400 m3, soit plus de 500%. Le nombre d'abonnés à l'eau potable est passé de 16 537 à 28 193, soit plus de 70%. Des forages additionnels ont été réalisés en zone périphérique pour améliorer l'accès à l'eau potable dans les quartiers non raccordés au réseau SONEB. Le nombre d'abonnés au réseau électrique de Parakou est passé de 26 756 à 49 200, soit plus de 84%. La capacité de production locale d'électricité de 12 MW a été rétablie. Sur le plan de la gouvernance administrative et financière, la Commission a noté un manque de pertinence dans la définition des besoins inscrits au plan de passation des marchés du ministère de l'eau et de l'énergie. Une insuffisance de personnel qualifié au sein du secrétariat permanent des marchés publics du ministère de l'énergie, de l'eau et des mines. Une instabilité
récurrentes à la fonction de personnes responsables des marchés publics au sein du ministère. Plusieurs autres faiblesses ont été identifiées dans la lourdeur des procédures de passation des marchés au niveau local, retardant l'exécution des travaux, notamment en raison de la lenteur dans l'ouverture des voies d'accès. À la lumière de ces constatations, la Commission a formulé plusieurs recommandations essentielles pour renforcer la gouvernance et la transparence dans la gestion des projets. Il s'agit notamment de réformer les procédures de passation des marchés publics pour améliorer la célérité et la transparence et favoriser l'accélération de la viabilisation des quartiers périphériques. Il urge de créer des unités focales anticorruption au sein du ministère pour une alerte précoce. Ces mesures visent à garantir que les bénéfices des projets atteignent véritablement les populations dans les meilleurs délais. Je tiens à souligner que l'engagement du Haut-Commissariat à la prévention de la corruption à promouvoir la transparence et la bonne gouvernance reste inébranlable. Le cadre de concertation des forces politiques de l'opposition a tenu cet après-midi une conférence de presse. Les membres ont appelé la Commission électorale nationale autonome au respect du calendrier électoral. Ils ont félicité de la mise à la disposition de la population des plateformes numériques de l'ANIP par l'ANIP. Je vous invite à suivre un extrait de la déclaration lue par Expérience TB, membre du cadre de concertation. Nous avons pris acte de la lettre de la Sénat adressée aux partis politiques annonçant le report signé de la distribution des fiches de parrainage initialement prévues pour le 25 juillet 2025 selon son propre chronogramme. Ce report, sans nouvelle date connue à ce jour, met les partis en difficulté car dans l'expectative. Il est donc impératif que les formulaires soient remis avant le 25 août 2025, date limite prévue par le chronogramme. Nous demandons également que les autorités compétentes procèdent à l'ouverture de la plateforme dédiée à l'obtention du quitus fiscal, pièce incontournable dans les dossiers de candidature. Tout retard dans ce domaine crée des encombrements de dernière minute qui sont préjudiciables à la sérénité dans l'obtention de ce document. Par ailleurs, l'ouverture récente des canaux numériques permettant aux citoyens de vérifier et de modifier leur centre de vote par l'Agence nationale d'identification des personnes, ANIP, et l'annonce de leur déploiement dans les 546 arrondissements de notre pays répond à la demande que le cadre a formulée à leur endroit. Nous nous en félicitons et demandons à l'ANIP de prendre toutes les dispositions pour rendre effectif ce déploiement. Nous saluons également la finalisation des travaux concernant l'audit du fichier électoral réalisé par les experts internationaux recrutés par le comité de pilotage, dont les premières conclusions confirment l'existence de plusieurs insuffisances à corriger pour fiabiliser l'outil. Nous prendrons la parole les jours à venir afin d'éclairer l'opinion publique sur les recommandations faites par les experts lorsque le rapport final nous sera présenté par le comité de pilotage. Obtenir le baccalauréat, c'est franchir une étape importante, mais aussi le début d'un nouveau cursus, celui des études universitaires. Entre choix de filière, ambition personnelle et réalité du marché de l'emploi, bien s'orienter devient une nécessité. Alors, quand faut-il commencer à y penser et pourquoi ceci est si crucial? Voici des interrogations qui trouvent des réponses dans cet élément.
L'orientation universitaire après l'obtention du baccalauréat constitue une étape cruciale dans le parcours de tout étudiant. Elle détermine non seulement le futur académique, mais aussi l'insertion professionnelle à long terme. Choisir une filière sans réelle connaissance de soi ou du marché du travail peut entraîner frustration, échec ou abandon. L'orientation, elle permet à ce stade-là de pouvoir permettre à chacun de se spécialiser dans une ou une autre filière, permettant donc d'avoir des individus ayant non seulement de la passion, mais aussi de l'expérience et des années d'investissement dans des secteurs ou des domaines particuliers. Celui qui s'est fait orienter à discuter de son parcours futur avec donc des spécialistes, s'il en a l'occasion, mais avec des mentors. L'objectif est de multiplier le nombre de conseillers. En étant jeune, l'on n'a pas la vision, l'on n'a pas l'expérience pour pouvoir se projeter sur des choix de vie. Or, à ce niveau, ce sont des choix de vie importants qui se font. Donc, celui qui s'est fait orienter a sûrement fait ces choses-là, mais ne l'a pas fait juste à l'approche de la nouvelle rentrée en ayant déjà eu le bac en poche. Il l'a fait et ce processus a commencé avant d'avoir eu le BEPC, parce que nous savons déjà qu'à cette étape-là, on aurait pu choisir de rentrer dans la filière technique ou d'entrer dans le général. L'orientation ne doit pas se faire dans la précipitation et devrait débuter bien avant. Maternelle, on prend les bonnes bases dans la vision, et ça, ce sont les parents et les maîtresses qui font ce travail, les maîtres et les maîtresses qui font ce travail d'observation et d'éveil. On fait ce travail jusqu'à ce que l'enfant rentre dans une forme de conscience de ce que c'est que de travailler, ce que c'est qu'un métier, ce que c'est que d'être utile pour la société, même petitement. Et là, on fait un autre point. Mais bien souvent, il faut un minimum de maturité pour pouvoir décider quelle est la voie qu'on doit suivre. Sinon, on subit le choix plus ou moins mauvais de ceux qui sont responsables de nous, donc des parents. D'où l'éternelle question, est-ce que ce sont les parents qui doivent décider pour nous ou pas? Si vous n'êtes pas encore assez mature, si vous n'avez pas assez d'outils, évidemment que ce sont ceux qui sont responsables de vous qui vous aideront à faire ce pas. Mais si vous l'êtes, c'est avec vous, puisque vous êtes le premier acteur, vous êtes la première actrice de votre propre vie. Et quand ils seront là, enfin quand ils ne seront plus là, du moins, vous pourrez dire « ils m'ont aidé à » et pas « ils m'ont obligé à ». Une orientation bien pensée est donc un gage de réussite future. Cela permet aux jeunes d'explorer différentes options, de mieux se connaître et d'avoir le temps de mûrir leurs choix. La commission en charge de l'éducation et de la cohésion sociale du Conseil économique et social a échangé dans la matinée de ce jeudi 7 août 2025 avec l'autorité préfectorale du département de l'Atakora. Cette rencontre avec Derelidi Chabina s'inscrit dans le cadre de la session ordinaire de l'institution républicaine dont l'un des axes porte sur la décentralisation, les enjeux sécuritaires et le rôle des acteurs institutionnels locaux. Suivez ici le point des échanges avec Magidi Béré Kora, chargé de mission de la préfète de l'Atakora, au micro de Sabine Kipade et Jean-Marie Adéami. C'est agi au cours de cette communication de prendre connaissance de la symbiose des différentes interventions des acteurs locaux sur le terrain dans la lutte collective contre l'insécurité. À travers cette communication, nous avons vu les différentes interactions que développent les acteurs au niveau départemental, au niveau communal, avec la participation des différentes communautés à travers les organes institués pour faire face à l'insécurité. C'est une préoccupation qui tient à cœur le Conseil économique et social. Et nous avons, autour de la table de discussion, abordé les leviers sur lesquels nous devons actionner pour améliorer les rôles et les responsabilités de ces différents acteurs. Et particulièrement dans la communication, la question de la montée de l'extrémisme violent a meublé les échanges, notamment à travers les défis qui se dressent aujourd'hui contre notre sécurité collective. Ces défis sont multiformes. Ils sont également, ils nécessitent
l'intervention des acteurs aussi bien au niveau local qu'au niveau central. Nous avons vu des perspectives en termes de démarche collective. Quels sont les points d'homme et notre sécurité pour lutter contre cette propension que nous avons des individus non identifiés à saper le moral de nos forces de défense, à menacer nos populations. Nous avons encore nos populations de certaines localités qui, avant la rentrée, ont besoin que des dispositions urgentes soient prises pour la réouverture des écoles dans certaines communes. Nous avons encore des déplacés victimes des crises sécuritaires qui ont besoin de l'appui constant, qui se fait déjà et qui ont besoin d'être renforcés. Nous avons des efforts de lutte que nous devons réactiver et le CES se positionne comme dans son rôle de relais des différentes préoccupations locales auprès des autorités centrales. Et nous avons foi et conviction que ces différents aspects seront remontés aux autorités concernées. Nouvelle entrée dans la course à la présidentielle 2026 aux côtés des candidatures précédentes dévoilées. Dr Elvis Abou a officiellement annoncé sa candidature ce matin dans une déclaration exclusive accordée à Matin Libre TV à quelques mois du scrutin. Retour sur les grandes lignes de cette déclaration et les ambitions du candidat au micro de Romuald Oumoui et Toussaint Bossa. Nous sommes cette nouvelle génération qui refuse d'être associée aux querelles de personnes ou de personnalités, car le Bénin est plus grand que nos individualités respectives. Nous sommes cette nouvelle génération qui a décidé d'être seulement attachée au Bénin, notre grand et beau pays. Le Bénin est au-dessus de tous. Conscient de ce rôle qui nous incombe, conscient de notre charge devant l'histoire, conscient de notre responsabilité pour assurer la relève dans la construction de notre nation et ayant pris la pleine mesure de l'appel de nos compatriotes, des jeunes, des femmes, des hommes de divers âges, des artisans, des agriculteurs, des commerçants, des entrepreneurs, des enseignants et des fonctionnaires de nos villes et campagnes, j'ai décidé de répondre à cet appel. Je vous annonce donc solennellement, en ce jour, que moi, Elvis Abou, je suis candidat aux prochaines élections présidentielles de 2026. J'ai décidé de répondre à cet appel de Dieu et du peuple. Ma candidature est une réponse de la jeunesse aux difficultés actuelles de notre pays. Ma candidature est portée et parrainée par le peuple dans son ensemble. Je m'engage à ouvrir un nouveau cycle d'espoir, de réconciliation entre tous les fils et toutes les filles de cette nation. Je m'engage à restaurer la sécurité, la quiétude et la paix de nos populations. Le handball béninois se dote de nouvelles compétences techniques. 42 entraîneurs viennent de décrocher leur licence D de la Fédération internationale de handball au thème de 5 jours de formation intensive. Une cérémonie de remise de parchemin s'est tenue ce matin à la maison du handball. Hospice Yevimi Honton et Toussaint Bossa y étaient. Voici leur compte-rendu. Ils sont 42 à franchir une nouvelle étape dans leur parcours d'encadrement sportif. Après 5 jours d'intenses travaux, mêlant théorie et pratique, ces entraîneurs viennent de recevoir leur licence D de la Fédération internationale de handball. Un moment fort qui a permis à l'experte formatrice de saluer l'organisation de la session et l'engagement des participants tout au long de la formation. Tout a été bien organisé. On a été accompagné du début jusqu'à la fin sans aucune erreur sur le plan organisation. Les stagiaires ont travaillé dans de très bonnes conditions. Ils ont très bien travaillé. Ceci dit, il y a de la réussite et il y a des personnes qui demandent à être soutenues et accompagnées. Du côté des nouveaux diplômés, l'heure est à l'engagement. Je voudrais vraiment m'adresser à notre formatrice
l'experte, avec qui nous avions passé une bonne période de formation. Nous avions appris beaucoup de choses. Elle a dépoussiéré beaucoup de choses dans nos têtes. Et c'est l'occasion pour nous de dire, lorsque nous allons retourner à nos lieux de travail, nous allons essayer de mettre en application tout ce que nous avions appris pour le bonheur des enfants. Et l'enjeu est de taille. Comme le rappelle ici le président de la Fédération béninoise de handball. Il faudra désormais mesurer l'impact de ces nouvelles connaissances sur la performance des athlètes. On ne voudrait pas que vous soyez venus que pour le parchemin, on voudrait que vous soyez venus pour de la connaissance. Et donc, si tout le monde a pris de la connaissance, si tout le monde a eu de la connaissance, en réalité, vous n'avez plus besoin des parchemins. Vous avez besoin d'aller sur le terrain et de nous démontrer que le ministère ne s'est pas trompé, que la Fédération béninoise ne s'est pas trompée, que l'IHF ne s'est pas trompé en croyant en nous, que la CAB peut continuer par croire en nous. Donc, pour nous, au niveau du comité exécutif, l'objectif est loin d'être le parchemin, mais l'objectif, c'est la quantité de connaissances que vous avez reçues et surtout, quelle part de cette connaissance vous allez transmettre sur le terrain pour que nous puissions sentir très très vite au niveau de nos athlètes, au niveau de la discipline. Présent tout au long du processus, le gouvernement béninois, à travers le ministère des Sports, appelle les récipiendaires à faire preuve d'ambition et de leadership pour hisser encore plus haut le niveau du handball national. Souvenez-vous, la licence des IHF n'est pas une fin en soi. C'est une porte d'entrée. Elle vous engage à la rigueur, à la formation continue, à l'éthique et à un respect des valeurs du sport. Le Bénin a besoin d'entraîneurs compétents, mais aussi de leaders sportifs capables d'inspirer, de transmettre la passion, de construire la génération performante. La licence D de l'IHF est le début d'une série de 4 autres qui attendent donc ces encadreurs du handball. Le football mondial retient son souffle. La liste des 30 finalistes pour le Ballon d'Or 2025 vient d'être dévoilée par France Football et elle crée déjà l'événement. Une édition marquée par une domination sans précédent du Paris Saint-Germain qui place 9 de ses joueurs parmi les nominés, une première dans l'histoire du trophée. Alors qui succédera à l'Espagnol Rodri, l'analyse d'une sélection très attendue et d'un PSG plus influent que jamais. La course au Ballon d'Or 2025 est officiellement lancée. La liste des 30 joueurs en lice pour le prestigieux titre vient d'être rendue publique et fait déjà l'effet d'un coup de tonnerre. Le Paris Saint-Germain y place pas moins de 9 de ses joueurs, un record historique dans l'histoire de la prestigieuse distinction. Jamais un club n'avait autant pesé sur la sélection finale. Mais ce raz de marée parisien n'a rien d'un hasard. Il est le reflet d'une saison exceptionnelle, ponctuée d'un triplé retentissant en Ligue 1, Coupe de France et Ligue des Champions. À l'image de leur collectif bien huilé, les individualités du PSG ont brillé sur tous les terrains d'Europe. Au cœur de cette dynamique, des joueurs au profil varié, mais complémentaires. Vitinha, véritable métronome du milieu de terrain, s'est imposé comme un régulateur du jeu parisien. À ses côtés, Fabien Ruiz, plus discret mais ô combien décisif, a su faire parler sa vision et sa précision. Sur les ailes, Ousmane Dembélé, revenu à son meilleur niveau, a multiplié les éclairs pendant que le virevoltant Kvaratskhelia terrorisait les défenses par sa créativité et ses dribbles. En défense, Achraf Hakimi et Nuno Mendes ont incarné la puissance des latéraux modernes, capables de défendre et de dynamiter l'attaque. João Neves, révélation portugaise et Désiré Doué, l'étoile montante du football français, complète cette armada pleine de promesses. Et que dire de Donnarumma, dont les arrêts décisifs ont pesé lourd dans les titres remportés par le club. Certes, les habitués comme Erling Haaland, Jude Bellingham, Mohamed Salah ou encore Kylian Mbappé sont toujours dans la course. Mais jamais le PSG n'avait autant fait figure de favori dans cette bataille de géants. Alors, le Ballon d'Or parlera-t-il français ou plutôt parisien? La question reste posée.
Dans cette édition du journal, abonnez-vous à MLTV chez internautes pour ne rien rater des informations sur notre chaîne YouTube.